pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. La ministre de la Santé et du Développement social en mission d'inspection des chantiers de modernisation des hôpitaux s'est rendue sur 2 sites du district pour constater de visu les progrès réalisés, échanger avec les responsables locaux et s'assurer que le programme gouvernemental visant à moderniser 15 hôpitaux dans tout le pays respecte les délais et les standards de qualité. Le Mali renforce la sécurité publique avec l'introduction du permis de port d'armes biométriques, une réforme qui vise à enregistrer de manière fiable tous les détenteurs d'armes, particuliers comme entreprises de sécurité, et à garantir la traçabilité des armes conformément à la législation en vigueur, tout en limitant les risques liés à la prolifération illicite. À l'occasion de la Journée internationale des douanes, les agents des douanes maliennes démontrent sur le terrain que vigilance et méthodes ne sont pas de vains mots, en menant des saisies massives de produits dangereux pour la santé publique et en rappelant que la sécurité des citoyens et la protection de l'économie nationale restent des priorités absolues. La chronique judiciaire explore les risques et les sanctions liées à l'accès non autorisé aux données personnelles au Mali, détaillant les peines prévues par la loi et les conditions dans lesquelles cet accès peut être légalement autorisé afin de sensibiliser le public aux enjeux de la protection de la vie privée à l'ère du numérique. Bienvenue si vous nous rejoignez, mesdames, messieurs, bonsoir. À l'entame de cette édition, la modernisation du système de santé se poursuit sur le terrain. La ministre de la Santé et du Développement social, accompagnée de son collègue chargé de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, a visité cet après-midi 2 hôpitaux du district de Bamako en pleine réhabilitation. Objectif, apprécier l'état d'avancement des travaux inscrits dans un vaste programme gouvernemental qui concerne 15 hôpitaux à Bamako et à l'intérieur du pays. Le point de la visite avec Koumba Sissé. Lancés en novembre dernier, les travaux de transformation des centres de santé de référence des communes 4 et 5 en hôpitaux de district avancent à hauteur de souhait. Constat fait par la ministre de la Santé et du Développement social qui s'est rendue sur les 2 sites pour s'imprégner de l'évolution des travaux. Cette initiative présidentielle consiste à ériger les CCRF de Bamako en hôpitaux de district et construire des hôpitaux à l'intérieur du pays. On peut dire que les choses avancent normalement. Nous avons été ici le 31 décembre, ça fait juste 1 mois et quelques. Et périodiquement, nous passerons voir, il y a l'évolution. Et dire que chaque semaine, nous recevons l'état des lieux, nous surveillons. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. On passe sur le terrain nous-mêmes pour voir ce qui se passe et voir si les instructions sont bien suivies. Et c'est le cas, je peux en témoigner. Féliciter vraiment tous ceux qui sont en train de faire ce travail. Féliciter le personnel sanitaire qui sont en train, parce qu'on a vu c'est des conteneurs qui sont installés pour qu'ils puissent faire le travail. Ils sont en train de faire ce travail correctement et informer la population que la prise en charge et les consultations, tout continue normalement sur les 6 sites. La ministre de la Santé était accompagnée de son collègue de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration et du gouverneur du district de Bamako qui se disent satisfaits de cette évolution des travaux. Les visiteurs du jour saluent l'initiative présidentielle. Je suis très impressionné par l'ampleur des chantiers qui sont très grands. Et après les explications qui nous ont été données par les techniciens, je ressors encore plus satisfait. Je pense que depuis que l'indépendance du Mali, c'est le plus grand programme de santé. Donc ce programme de santé du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, est, je dirais, épique.
parce que construire 15 hôpitaux sur fonds propres en moins de 2 ans, avec toutes les commodités et toute la modernité qui va avec, je pense que ça va faciliter, n'est-ce pas, l'accessibilité durable de nos populations aux soins de santé de haute qualité. Je profite aussi pour saluer ma collègue, la ministre de la Santé, Mme Touré, dont l'engagement et le suivi rigoureux sont un gage de réussite de ce projet. Mes sentiments en tant qu'autorité administrative physique de Bamako sont des sentiments d'entière satisfaction au regard de l'état d'avancement des travaux, mais surtout en raison de la qualité des infrastructures qui seront très bientôt mises à la disposition des populations du district de Bamako. Au total, 15 hôpitaux bénéficieront bientôt d'infrastructures et d'équipements modernes pour le plus grand bonheur des populations. Autre chantier majeur de l'État, la sécurité et le contrôle des armes. Dans le cadre de l'application de la loi 2021-028, le secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre a lancé le permis de port d'armes biométriques. Cette opération, qui concerne les particuliers et les entreprises de sécurité, vise la migration vers un système moderne afin de disposer d'une base de données fiable et de renforcer la traçabilité des armes au Mali. Les détails avec Bemba Sibi. Renforcer le contrôle et la régulation des armes légères à travers le numérique, c'est cette volonté qui sous-tend l'adoption du permis d'armes biométriques par le secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. La mesure a été adoptée en septembre 2024 avec un délai de grâce de 12 mois pour les détenteurs de permis. Désormais, ils sont dans l'obligation de se conformer à cette disposition. Le permis de port d'armes biométriques, c'est à 2 niveaux. Il y a le permis de port d'armes biométriques pour les nationaux, c'est-à-dire tous ceux qui sont maliens, qui résident sur le territoire malien. Il y a des permis de port d'armes biométriques qui concernent les étrangers. Concernant les nationaux, la validité du permis de port d'armes biométriques est de 5 ans. Et concernant les étrangers, la validité du permis de port d'armes est de 1 an. Parce que l'aspect d'une personne ou d'une personne au cours de sa vie peut évoluer. Donc, raison pour laquelle il y a une limitation dans le temps concernant le permis de port d'armes biométriques. Donc, pour le moment, ce communiqué prévoit la migration des permis antérieurs, les permis sur papier dont disposent les détenteurs. Il n'y a pas une nouvelle procédure en la matière. Donc il faudra tout simplement se présenter avec l'arme et avec le document dont vous disposez. Et en ce moment, la procédure est mise en place. À terme, cette première phase va permettre de déterminer le nombre exact de détenteurs d'armes, que ce soit les particuliers ou les entreprises, notamment les sociétés de sécurité et de gardiennage. Il s'agit de faire la photographie de la personne par nos services techniques dédiés à cet effet. Il s'agit maintenant de faire migrer toutes les informations qui sont sur le document papier dans un document numérisé et constituer une base de données. Donc c'est un permis avec différentes informations, toutes les informations complètes concernant le détenteur et les informations complètes concernant l'arme en question. Donc, à l'issue, les permis sont délivrés ou une validité avec les différentes signatures des différentes autorités compétentes en la matière. Le cas spécifique du Mali, nous avons 2 types de numérotation sur le permis de port d'armes biométriques. Il y a un numéro d'usine depuis la fabrication de l'arme et un numéro avec lequel l'arme est importée. Donc, ces numéros existent. Maintenant, arrivé sur place, il y a un numéro que nous gravons sur l'arme qu'on appelle le numéro de sécurité. C'est pour faciliter la traçabilité en quelque sorte. Le non-respect de ces obligations expose les contrevenants aux sanctions prévues par les textes en vigueur. C'est pourquoi le secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre a inscrit cette opération dans une démarche inclusive. Après le délai de grâce, nous avons tenu des réunions avec les détenteurs des armes de façon particulière et avec les sociétés de gardiennage dans l'exercice de leurs fonctions pour leur notifier qu'il y a de nouvelles dispositions qui sont prévues par l'État et les inviter à se conformer aux dispositions de ces textes réglementaires et législatifs qui existent. Les autorités renforcent ainsi les efforts de maîtrise de la circulation des armes légères et de petit calibre. Le dispositif va faciliter la traçabilité administrative des armes détenues légalement en République du Mali, ceci dans un contexte sécuritaire complexe.
Sur le terrain, les forces de contrôle restent aussi vigilantes. Les douanes maliennes traduisent les mots en actes sous le signe de la vigilance et de l'engagement. Des frontières aux voies fluviales, les soldats de l'économie multiplient les opérations coup de poing. Dernière illustration, la saisie de détonateurs électriques et de produits pharmaceutiques prohibés, notamment le tramadol, dangereux pour la santé humaine. Le reportage est signé Tamsir Diabaté. Une douane qui protège la société par la vigilance et son engagement. Cela n'était point un hasard de célébrer la journée internationale sous ce thème au Mali. La preuve, les soldats de l'économie illustrent au quotidien ce thème à travers leur action sur le terrain. La ferveur de la célébration de la journée internationale des douanes n'a point entaché la vigilance des hommes de l'inspecteur général Cheikhna Amala Diallo. Flashback sur la base du renseignement douanier et tenant compte du contexte sécuritaire. Les soldats de l'économie, après une réunion stratégique, ont mené une vaste opération minutieusement préparée et planifiée. Nous allons être la ceinture autour de Bamako. Pourquoi la ceinture autour de Bamako? Le contexte sécuritaire a fait que les frontières ont bougé. Donc il va être essentiel pour nous de faire un maillage autour de Bamako qui est devenu le point de jonction de toutes les marchandises qui échappent. Dès lors, nous avons renforcé au niveau des différents axes. Vous aurez les résultats bientôt. Ok, parfait. Et voici les résultats à travers les saisies spectaculaires. 5439 800 comprimés de produits pharmaceutiques contrefaits, dont 24 800 comprimés de tramadol hydrochloride. 1000 détonateurs électriques dont la destination finale reste inconnue. 1177 bidons d'huile végétale, soit 22 tonnes. 2991 casiers de boissons énergétiques, soit 23 tonnes. 5000 cartons de viande fraîche de volaille saisis par la brigade fluviale de Samaya. La valeur marchande de l'ensemble de ces saisies est estimée à plusieurs centaines de millions de francs CFA. Nous constatons que les caches aménagées nous reviennent sous une autre forme. Car d'abord les marchandises étaient dissimulées sous les chaises passagers. Il y avait d'autres aussi qui étaient dans des toilettes. Ces véhicules, nous les avons suivis depuis un certain temps. Donc c'est hier soir que nous avons pu mettre la main aux environs de 3 heures du matin dans le quartier Banakabougou, derrière la Cour suprême. Face à ces résultats, le directeur général des douanes a tenu à rassurer les populations ainsi que les industriels, réaffirmant l'engagement ferme de l'administration douanière dans la lutte contre la fraude et le trafic illicite. On peut les rassurer que la douane reste vigilante pour en tout cas mettre une ceinture et afin que ces produits n'arrivent pas aux consommateurs, libérant le marché pour nos industries. Le maillage du territoire est fait de telle sorte que la douane est en première ligne. Ces acquis sont le fruit des orientations données par le ministre de l'Économie et des Finances, qui a fait de la sécurité des personnes et de leurs biens la priorité des priorités. Les agents de douane, ils accomplissent les missions et en droite ligne des orientations sur non seulement la réalisation des recettes, mais également la lutte contre la fraude. Et nous assurons la continuité des réformes. Dans l'ombre des frontières et au cœur des réseaux illicites, les douanes maliennes rappellent une évidence. Protéger la société est un combat de chaque instant. Et au-delà des actions de terrain, place maintenant la réflexion stratégique. La 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel a ouvert à Koulouba sa session ordinaire pendant 2 semaines. Les conseillers de la République, membres du gouvernement, experts et acteurs de la société civile plancheront sur le thème culture et éducation, 2 socles mais aussi 2 défis pour un développement économique et social harmonieux. On fait le point avec Al Jumatina.
Le thème que nous avons choisi pour cette session est à la fois ambitieux et essentiel. Culture et éducation au Mali, des socles mais aussi des défis pour un développement économique et social harmonieux. Ce choix n'est pas fortuit. La culture est l'âme de notre nation. Elle est ce qui nous unit au-delà de nos diversités linguistiques, ethniques et régionales. Elle est mémoire, identité, résilience, créativité et fierté. L'éducation, quant à elle, est le levier le plus puissant de toute transformation durable. Elle est la clé qui ouvre les portes de la connaissance, de l'innovation, de l'émancipation et de la souveraineté intellectuelle. Ces deux piliers, lorsqu'ils sont fort solidement ancrés et en synergie, exigent les refondations incontournables d'un développement véritablement endogène, inclusif et harmonieux. Mais ces deux domaines sont également confrontés à des défis majeurs. Insécurité dans plusieurs zones de notre pays qui perturbe gravement la scolarisation. Déficit d'infrastructures et d'équipements pédagogiques. Faible taux d'alphabétisation des adultes, notamment chez les femmes. Sous-financement chronique des deux secteurs. C'est à ces questions cruciales et à bien d'autres que cette session va s'atteler pendant des semaines. Voilà, à l'instant, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel au micro de Al-Jumatina. Former, structurer et défendre la nation cap sur les forces armées au centre d'instruction mixte de Gao. 129 sous-officiers de l'armée malienne viennent d'achever 3 mois de formation pour l'obtention des brevets d'armes numéro 1 et 2, une étape décisive qui renforce les capacités opérationnelles des forces armées maliennes. Un reportage de la DIRPA commenté par Aliou Idrissa Maïga. Ils sont 129 sous-officiers, dont 94 du brevet d'armes numéro 1, avec 4 personnels féminins et 35 du brevet d'armes numéro 2, à suivre durant 3 mois la formation classique. Ils sont des futurs chefs de section issus des corporations de l'armée de terre, de la garde nationale, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, de la protection civile et de la direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées. L'objectif visé était d'outiller les sous-officiers afin qu'ils puissent se mettre au service exclusif de leurs fonctions. La présente formation a commencé par un tronc commun d'une durée d'1 mois pour les armes et services représentés au sein du centre. Cette phase avait pour objectif de permettre aux stagiaires des corporations diverses d'apprendre mutuellement, de s'accepter en tout temps et en toutes circonstances, en vue d'instaurer dès le début de la formation un climat de cohésion, compte tenu du critère mixte du centre d'instruction de Gao, mais aussi du concept sécuritaire de la zone de défense numéro 1. Les stagiaires ont été formés sur les connaissances militaires, la culture générale, l'engagement opérationnel, notamment l'armement, la tactique, la technique, la topographie, le RSA, l'OTC, la spécialité dans le corps, et bien d'autres. Chers encadreurs, je tiens à vous exprimer la reconnaissance de l'institution pour votre engagement sans faille. Chers stagiaires, après 3 mois de dur labeur sans relâche, vous devrez être en mesure de faire preuve de disponibilité et d'efficacité. La cérémonie de fin de formation a été marquée par la revue des troupes et la remise d'attestations aux premiers des différentes spécialités. Rendons-nous à Caille. Le gouverneur de la région de Caille s'est rendu auprès des éléments de l'escorte de convoi de citernes blessés lors de l'attaque terroriste survenue sur l'axe Diboli-Caille. Écoutons le général de brigade Moussa Soumaré au micro de Kansutu Kanouté. Pour rappel, le jeudi dernier, lors d'une mission d'escorte de citernes entre Diboli et Caille, ces éléments d'escorte ont subi une attaque terroriste perpétrée par les forces du mal. Et je tiens à saluer d'abord la bravoure de nos forces des armées de sécurité, notamment les éléments qui étaient sur le terrain, pour leur prompte réaction face à l'attaque. Ce qui a surtout permis de limiter les dégâts. Et grâce à leur bravoure, ils ont pu mettre l'ennemi en déroute
et ont pu acheminer le reste des citernes à Kaï ici. Et je tiens à saluer la mémoire de ceux qui ont fait le sacrifice ultime lors de cette mission. Je tiens également à saluer la mémoire de nos braves chauffeurs et leurs aides-chauffeurs qui ont également fait le sacrifice ultime en cherchant à approvisionner la région et le Mali en carburant. Je tiens à rappeler que ces forces armées de sécurité sont dans cette mission depuis un moment déjà. Donc ils ne cessent de travailler nuit et jour afin que la région puisse être non seulement sécurisée, mais que l'ensemble de la population de la région puisse avoir ce dont elle a besoin pour son quotidien, notamment les denrées de première nécessité, dont les hydrocarbures. Donc nous tenons à saluer le travail accompli par les forces armées de sécurité. Nous tenons à saluer le commandement de nos hommes dans la région ici. Nous saluons la hiérarchie militaire pour tous les efforts qui sont consentis pour assurer la sécurité de nos populations. Nous exprimons toute notre reconnaissance aux plus hautes autorités du pays, notamment à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, qui ne cesse de mettre les moyens à la disposition de nos femmes afin que la population puisse être vraiment sécurisée. Et justement, les forces armées maliennes ont mené dans le cadre de la surveillance du territoire le lundi 2 février 2026 une frappe de précision à Fouita, la frontière mauritanienne. Des vecteurs aériens des FAMA ont neutralisé plusieurs terroristes et détruit des véhicules lors d'une opération ciblant des positions ennemies. Un travail de reconnaissance a permis de détecter une dizaine de suspects regroupés autour de 3 véhicules pick-up camouflés. Après filature, ce regroupement terroriste a été frappé avec précision. L'état-major général des armées rassure que les opérations de recherche et de neutralisation se poursuivent sur l'ensemble du territoire national. Changement de registre, place à la diplomatie et à la culture. Le Mali et la Chine célèbrent l'amitié et le renouveau. Le nouvel an chinois, placé sous le signe de l'année du cheval, a été officiellement lancé à Bamako à l'occasion d'un dîner gala offert par le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine, en présence de plusieurs membres du gouvernement et du corps diplomatique. Les temps forts avec Ibrahim Kao Konaté et Sambou Diakité. Le Nouvel An chinois est un événement festif et culturel majeur célébré chaque année en Chine et à travers le monde. Cette année, le mois de février 2026 marque le lancement des festivités de l'année du cheval, coïncidant avec la prise de fonction du nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali. En ce beau moment à l'approche du Nouvel An chinois, c'est pour moi un grand plaisir de me réunir avec les amis anciens et nouveaux ici présents. Au nom de l'ambassade de Chine au Mali, je tiens à adresser mes salutations cordiales et mes meilleurs vœux du Nouvel An chinois aux personnalités de tous les milliers qui contribuent constamment à l'amitié sino-malienne et aux compatriotes chinois au Mali. Je suis arrivé au Mali il y a peu de temps. Pourtant, la sincérité et l'hospitalité du peuple malien m'ont laissé une impression profonde. Cette célébration a été mise à profit par le diplomate nouvellement accrédité auprès du Mali pour rappeler l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la Chine et le Mali, des relations bilatérales solides qui unissent les deux pays depuis 65 ans. Dans son allocution, l'ambassadeur Li Ziang a également souligné le partenariat stratégique Chine-Afrique qu'il a présenté comme un levier porteur d'espoir, de développement et de prospérité partagée. Les qualités reconnues à l'année du cheval, à savoir la détermination, le courage et la loyauté, vont de pair avec la trajectoire et la vision que nous portons sur nos pays respectifs, à savoir celle d'un peuple résilient, souverain, ancré dans ses traditions, mais en même temps tourné vers l'avenir et déterminé à poursuivre son chemin vers la prospérité en s'appuyant sur des partenariats sincères et équilibrés. La cérémonie a été marquée par une riche programmation culturelle. Artistes maliens et chinois se sont tour à tour succédés sur scène, offrant au public des prestations variées, notamment celle de la 30e équipe médicale chinoise. Des démonstrations d'arts martiaux traditionnels chinois, la musique des enfants porte-bonheur,
ainsi que la danse traditionnelle Dogon, Kanaga de Mopti, très appréciée du public. L'avenir du pays se construit aussi avec sa jeunesse. Plus de 300 jeunes déployés dans des structures à Bamako et à Mopti viennent de boucler une année de stage pratique grâce au programme intégré pour l'autonomisation de la jeunesse malienne. Un programme qui a déjà permis à plusieurs bénéficiaires d'être recrutés dans leur structure d'accueil. Tiemogo Konati pour le reportage. Je ne me suis jamais considérée comme stagiaire, mais bien comme un employé ayant un devoir de redevabilité et de responsabilité. Et à la fin de mon stage, j'ai été recrutée par la structure d'accueil. Mademoiselle Diarra, titulaire d'un diplôme supérieur en géologie, bénéficie ainsi d'une reconversion dans une ONG nationale évoluant dans les domaines de l'éducation, la santé, l'eau et l'environnement. Elle doit son nouveau contrat au PIAGM, entendez-la, programme intégré pour l'autonomisation de la jeunesse malienne. Comme elle, ils sont nombreux les jeunes à bénéficier de ce programme dans le but de renforcer leurs compétences sur le marché de l'emploi. C'est une initiative du programme des Nations Unies pour le développement dont la première phase arrive à échéance. Cette première phase a permis de dénicher et de déployer 314 jeunes, dont 52% de femmes et 11% de jeunes vivant avec handicap, à Bamako et à Mopti. 86 stagiaires recrutés par l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes et qui sont déployés dans des établissements privés pendant 12 mois, aussi bien à Bamako qu'à Mopti. 28 volontaires déployés au sein des agents du système des Nations Unies, notamment au PNUD, au FUNIAP, à la FAO et à UNICIDA, et au bureau du coordonnateur résident pendant 14 mois. Parmi ces catégories, 43 ont eu de nouvelles opportunités grâce aux compétences acquises. Le programme en question est financé à hauteur de près de 335 millions de francs CFA. Il est mis en œuvre par le CNPV, Centre national de promotion du volontariat, et l'APEJ, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. Un appui donc aux initiatives entreprises par le gouvernement en faveur de l'emploi des jeunes. Le président, il nous dit à chaque fois, lorsque nous sommes au Conseil des ministres, il dit faites attention, votre baromètre reste le peuple. On peut vous juger sur des actes. Travaillez sur le fond. Et le fond aujourd'hui, c'est que nous devons travailler dur pour notre pays. Le fond aujourd'hui, c'est que nous devons sortir notre pays d'une situation difficile. Et le fond aujourd'hui, c'est que la racine de ce pays, ça reste la jeunesse. Les ministres invitent les jeunes à maintenir le cap en continuant à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y va de la sauvegarde de leur réputation, condition sine qua non pour prétendre à de hauts postes de responsabilité dans le futur. Toujours au chapitre jeunesse, mais cette fois-ci sur le plan organisationnel, le réseau national de la jeunesse du Mali se projette vers l'avenir. Son budget prévisionnel 2026, estimé à plus de 300 millions de francs CFA, soit une hausse de 30%, a été soumis à validation lors de la 15e session de son conseil d'administration tenu à Bamako. Le point avec Fantama Manientao. La 15e session ordinaire du réseau national de la jeunesse du Mali évalue les performances de l'organisation de l'année 2025 et planifie les actions de 2026. L'organisation a marqué positivement l'année 2025 comme acteur crédible et engagé dans les domaines de la jeunesse, du genre, de la santé, de l'environnement et de la gouvernance. Sur le plan du fonctionnement, le RENAGEM a enregistré de nouvelles adhésions et le paiement progressif des cotisations annuelles qui sont non seulement l'expression de l'adhésion des Maliens et des jeunes à la vision de l'organisation, mais également une volonté réelle d'appropriation du RENAGEM par ses membres, ce qui renforce sa légitimité, son professionnalisme et sa capacité auprès de ses partenaires et des autorités. Le département de l'administration du territoire a réaffirmé son soutien et son engagement au RENAGEM. Nous devons nous réjouir et féliciter le RENAGEM pour les nombreux résultats obtenus qui vont contribuer au développement de notre pays conformément aux principes qui guident l'action publique. Et je m'engage à accompagner la mise en œuvre du plan de travail biannuel 2026-2027 pour le bonheur des populations maliennes. Le réseau national de la jeunesse du Mali, RENAGEM, adhère aux dispositions de la politique nationale de la jeunesse du Mali. La présente cérémonie d'ouverture de la 15e CA a été suivie de l'inauguration de la boutique témoin de vente des produits agroalimentaires. Quand la solidarité se met au service de la vie, redonner le sourire et sauver des vies, la Fondation SAR a organisé un téléthon en faveur des enfants atteints de malformations faciales.
Objectif, mobiliser les ressources nécessaires pour assurer la prise en charge chirurgicale de 100 enfants. Au micro de Bokari Koulibaly, le directeur exécutif de la Fondation SAR, Ali Guindo, nous donne plus de détails sur cette initiative. Suivant. Cette fondation, depuis sa création en 2020, chaque année, au mois d'octobre, au mois de la solidarité, on profite pour organiser une activité sociale pour les couches les plus démunies. Cette année, on a dit il faut voir loin. C'est dans ce cadre que, en collaboration avec Sourire Ensemble, qui est une association qui aide les enfants atteints de malformations faciales, donc on a collaboré. C'est comme ça qu'on est parti pour visiter le centre. On était ébahis. On dit bon, maintenant il faut essayer de prendre en charge 100 enfants, l'intervention de 100 enfants. Bon, comme le budget est colossal, on s'était dit pourquoi ne pas initier un premier téléthon qu'il faut pérenniser chaque année. Et c'est comme ça que le 31 janvier, le téléthon, on a fait ce téléthon. Sur place, on a collecté une trentaine de millions. 3 mois avant l'organisation, on a des partenaires qui nous ont aidés financièrement pour l'organisation. Je profite pour remercier nos partenaires. C'est l'occasion également de donner un appel très pressant à tous ceux qui veulent toujours envoyer. Les numéros restent. Le numéro Malitel, c'est 97 82 46 46. Et le numéro Orange, c'est 71 73 11 11. Ça, c'est le numéro d'appel pour avoir quelqu'un pour faire des dons. Le numéro Orange Sarali, c'est 73 13 97. Et le numéro Move Malitel, c'est 61 61 61. Voilà, donc les gens peuvent payer à travers ces numéros ou à travers Orange Money. L'occasion pour moi de profiter pour saluer également la fondation Azaleh qui veut aussi prendre en charge quelques enfants. Actualité AES, direction Niger avec l'actualité sécuritaire. Sur place, la mobilisation populaire se poursuit après l'attaque contre la base aérienne 101 de Niamey à Felengue. Les populations ont organisé une marche suivie d'un grand meeting de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et aux forces de défense et de sécurité. Issa Ousmane pour le reportage. Pour dire non au terrorisme et oui à la souveraineté nationale. Les populations de Felengue, particulièrement celles de Kourfei, sont sorties massivement ce lundi 2 février 2026. Une marche pacifique, suivie d'un meeting devant la préfecture, organisé en réaction à l'attaque contre la base 101 de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Élèves, jeunes, femmes, chefs de quartiers et de villages, associations socio-professionnelles, épouses des forces de défense et de sécurité, tous ont répondu présents. Je me permettrai de remercier très sincèrement toute la population ici donc présente pour cette forte mobilisation, ce qui témoigne encore une fois de plus si besoin en est de notre détermination à rester debout pour accompagner donc nos autorités dans la dynamique de la refondation de notre pays. Pour les organisateurs, cette marche est avant tout un message fort adressé aux ennemis du Niger. Le peuple reste uni et solidaire face aux menaces internes et externes. Population du Niger, du canton de Kourfei, nous sommes en guerre. Celui qui est en guerre doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour y faire face. Les messages de soutien et de reconnaissance se sont multipliés à l'endroit des soldats nigériens, salués pour leur bravoure et leur réaction rapide face à cette attaque qualifiée de lâche et barbare. À travers la présente manifestation de soutien, vous apportez une contribution inestimable dans la refondation de la République par la culture de la souveraineté et l'indépendance longtemps bafouée par les puissances occidentales. La rencontre a également été marquée par des invocations formulées par des oulémas implorant la protection divine pour le Niger et pour les soldats engagés sur le théâtre d'opération.
Toujours en matière de sécurité, cap sur le Burkina Faso, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis 2000 motos à la police nationale, des engins destinés à renforcer la mobilité des forces de sécurité et à réduire le temps d'intervention, notamment dans les zones criminogènes. Reportage Nyakiteda. C'est dans cette ambiance que le président du Faso arrive sur les lieux ce matin. Et justement à cet endroit précis, des motos à perte de vue. Juste une démonstration, tous s'assurent que les motos Yento Angoul Mathieuman, sécurité en français, sont opérationnelles. Donc, le gouvernement officiellement les clés de ces engins. Comme on a dit, la sécurité de nos citoyens, c'est une mission qui vous est confiée. Je pense que ça pourra apporter un plus dans votre maillage, le travail efficace que vous avez déjà commencé. Et continuer à encourager les éléments à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour que dans les différentes villes, les gens soient en sécurité. Les 2000 motos sont destinées à la police nationale avec pour objectif clair contribuer à la production de la sécurité. Elles sont d'un grand apport dans le maillage par la réduction du temps d'intervention. Les engins vont permettre également de rendre plus accessibles les zones criminogènes aux forces de sécurité. Cette dotation de motos viendra renforcer davantage la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Vous savez qu'en matière de sécurité, il faut de la mobilité, il faut de la rapidité. Donc ces motos iront entre les mains de la police nationale et dans un déploiement très rapide. Et ce pour pouvoir renforcer davantage et donner cette quiétude à la population. Cette acquisition est une matérialisation de la vision du chef de l'État. La sécurité des populations et de leurs biens sont au centre de ses préoccupations, d'où cette commande spéciale pour une dotation spéciale. Ce jour, c'est un jour historique. C'est la première fois dans l'histoire que la police nationale reçoit jusqu'à 2000 motos. C'est un moment historique, ce qui permet d'accroître nos capacités de mobilité, nos capacités de meilleur maillage interurbain et urbain, afin d'assurer plus de sécurité donc à nos citoyens. Au département de la sécurité, les dispositions sont déjà prises pour une utilisation efficiente de ces engins. Le capitaine Ibrahim Traoré, par ses gestes, enjoint les forces de sécurité à poursuivre sans relâche le travail déjà entamé pour garantir la sécurité partout et en tout temps. Retour à l'actualité nationale avec les questions de gouvernance et de cohésion sociale. Les résultats préliminaires du programme d'appui à la gouvernance inclusive ont été présentés à Tombouctou. Cette étude menée dans les régions de Sikasso, Mopti et Tombouctou met en lumière les enjeux de paix, de cohésion sociale et de protection des populations. Un reportage de Najim Babassissé et Hassan Aïdara. 798 personnes et 420 focus group, soit 30,54% des personnes optant pour la préservation des conflits et 20,75% pour la protection des groupes vulnérables. Ce sont là les principaux résultats de l'étude de référence de base du programme d'appui à la gouvernance inclusive mené dans les régions de Sikasso, Mopti et de Tombouctou par un consortium d'ONG dont l'Institut malien de recherche Action pour la paix IMRAP avec le soutien financier de la coopération suisse. La gouvernance inclusive repose sur la conviction que le développement durable ne peut être atteint que si toutes les composantes de la société participent pleinement au processus de décision. Je tiens à remercier les autorités administratives et locales pour leur présence et leur accompagnement au Pagui dans les régions de Sikasso, Mopti et Tombouctou, dans la logique du nexus paix humanitaire et développement. Après projection d'une capsule d'un film sur l'identification des initiatives de paix, de cohésion sociale et de protection dans les 3 régions, les autorités affirment leur engagement à jouer leur partition. Cette étude de référence, à travers ses résultats, permettra au Conseil régional de renforcer la gouvernance participative avec un accent particulier sur les initiatives de paix et de développement portées par les femmes
et les jeunes afin de fortifier l'inclusivité dans la distribution des services sociaux de base. Le processus de gouvernance inclusive demeure aujourd'hui un pilier fondamental de la stabilité sociale et du renforcement de la cohésion sociale dans la gestion participative des affaires publiques ou régionales et communautaires. Cet atelier délivrant faisant un état des lieux permet de renforcer ce processus. Au cours des travaux de 2 jours, ces acteurs de la société civile de la région de Tombouctou et de Taoudéni vont procéder à la validation des résultats de l'étude et formuler des recommandations afin d'offrir aux collectivités des opportunités pour développer des stratégies d'adaptation du processus de gouvernance inclusive pour une distribution équitable des services sociaux de base. L'inclusion financière au cœur du développement économique à la filiale Bemba du groupe AD a inauguré une nouvelle agence à Irimadjo, une ouverture qui s'inscrit dans sa vision de promouvoir une finance inclusive et participative, facilitant l'accès des populations aux services financiers innovants. Adam Maïga a suivi la cérémonie pour ORTM 1. Bemba, agence intermédiaire financière, s'installe à Irimadjo dans le 6e arrondissement. Un choix qui n'est pas fortuit. À peine sur le marché, cette filiale du groupe Awadire se démarque déjà des autres et propose des produits innovants. Irimadjo, elle est stratégique en termes d'accessibilité et surtout en termes de visibilité. C'est une zone à fort potentiel socio-économique, également qui a une forte croissance démographique. Nous différencions de nos concurrents de plusieurs choses. D'abord, la qualité de nos produits, l'accessibilité de nos produits, l'abordabilité de nos produits. Nous avons des cartes GIM et moi rattachées directement au compte. L'accessibilité des comptes en ligne. La stratégie qu'on va mettre en place, c'est aller vers les clients, et les présenter nos produits, et les inviter à venir visiter l'agence. Et ensuite, nous allons mettre en place une campagne de communication. Nous sommes sur l'ensemble des réseaux sociaux. Nous avons aussi les mobile banking, qui est aussi des outils digitaux. L'objectif de l'agence Bemba est de permettre à toutes les couches socio-professionnelles d'accéder à des services financiers et non financiers bien adaptés. Il s'agit pour elle de contribuer à l'autonomisation et à la stabilité des clients nationaux et sous-régionaux. C'est une microfinance 100% malienne orientée vers l'inclusion financière et l'accompagnement des PME, PMI et les auto-entrepreneurs au Mali. Nos plafonds de financement sont en fonction de la capacité des intervenants des demandes, surtout venant de notre clientèle. Notre vision à long terme, c'est d'abord d'avoir un maillage sur le territoire malien, aussi exporter la marque malienne Bemba. L'agence de microfinance Bemba est une filiale du groupe Awadire. Ce dernier procédera dans les jours à venir à l'inauguration de 2 agences dans la ville aux 3 Caïma. La 12e édition du festival à Spot on Mali Musique se tiendra les 6 et 7 février prochains à la Maison des Jeunes de Bamako. Placée sous le thème Begaouliki Djom Mali, tous debout pour le Mali, cette édition 2026 s'annonce riche en couleurs et en sonorités maliennes. Un reportage de Ibrahim Kaoukonate et Sidi Modibo Dambeli. Lancé par les organisateurs de la 12e édition du festival Spot on Mali Musique, en présence de nombreux journalistes et organes de presse, le festival se veut une plateforme de promotion des artistes créateurs talentueux qui n'ont pas eu l'opportunité de faire une carrière internationale. La particularité de ce festival, c'est vraiment de promouvoir des artistes maliens et les montrer à des promoteurs qui sont invités de l'étranger. Nous vivons un Mali qui vit des moments difficiles, surtout sécuritaires. Il y a des forces extérieures qui, depuis trop longtemps, essaient de déstabiliser notre beau pays. On ne connaissait pas ça avant 2012. Suite à un appel à candidature, une 50aine d'artistes musiciens s'y sont inscrits. Au final, seuls 8 artistes ont été retenus. Donc on a pris les 8 artistes du coup qui sont là, qui vont presser devant des promoteurs internationaux et nationaux. Cette année, la direction du festival a décidé de rendre hommage au regretté Toumani Diabaté à travers son frère Madou Sidiki Diabaté, alias Momo. L'événement connaîtra également la participation des étudiants et des grandes écoles d'art, le conservatoire Balafa Seke Kouyaté et l'Institut national des arts.
Dans un monde de plus en plus numérique, une question cruciale se pose, celle de la protection de la vie privée. Accéder aux données personnelles d'un individu sans son consentement constitue une infraction grave au Mali, conformément à l'article 512 du Code pénal, à la loi sur la protection des données à caractère personnel et à celle relative à la cybercriminalité. Toute violation est passible de lourdes sanctions allant de 5 à 60 millions de francs CFA, assorties de peine de prison. Toutefois, dans certaines situations bien encadrées par la loi, cet accès peut être légal. Éclairage et décryptage dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou et Sidiki Balou. Courant et souvent banalisé, l'accès au contenu d'un téléphone ou de tout autre appareil électronique sans le consentement de son propriétaire est pourtant interdit. La loi est sans équivoque qu'il s'agisse de récupérer des informations ou de satisfaire une simple curiosité. L'intrusion dans les données d'autrui constitue une infraction pénale et cette violation n'est pas sans conséquences juridiques. Au regard de l'article 65 alinéa 1er de la loi de 2013 modifiée, sur les données à caractère personnel au Mali, sont punis d'une amende de 5 millions à 20 millions de francs le fait d'accéder sans autorisation ou de façon illicite aux données personnelles mettant en cause les droits fondamentaux, les libertés individuelles ou la vie privée. Et le Code pénal de 2024 aborde les sujets dans la même lancée en disposant dans son article 512 que quiconque accède ou tente d'accéder frauduleusement à tout ou partie d'un système d'information est puni d'un emprisonnement d'1 an et d'une amende de 5 millions de francs CFA. Et lorsqu'on prend les articles 4 à 11 de la loi de 2019 sur la cybercriminalité, qui se retrouve cette fois-ci dans le Code pénal de 2024 à la suite de la réforme, on voit que les sanctions vont de 5 millions jusqu'à 50 voire 60 millions de francs avec une peine privative de liberté. Il convient de rappeler que la loi protège également les données contenues dans un téléphone, y compris lorsque celui-ci est perdu ou ramassé dans un espace public. Le fait de ramasser un téléphone portable ne vous fait pas propriétaire ou titulaire de ce téléphone. Vous n'avez ni le droit de l'allumer, ni le droit de le fouiller au cas où par hasard vous l'allumez, de le fouiller et aussi pour continuer de chercher à copier, à transférer, à falsifier, à modifier, à supprimer les données qui y sont contenues. Parce que cela revient seulement à son utilisateur ou sur autorisation spéciale. En le faisant, vous faites un accès frauduleux aux données d'autrui. La loi impose des limites claires, incluant le cadre d'une réparation. Un réparateur n'est en aucun cas autorisé à consulter le contenu d'un téléphone sans le consentement de son propriétaire. Quand on prend l'article 7 de la loi de 2013 modifiée, cet article-là dégage les principes par rapport à l'utilisation ou à l'accès aux données. La personne qui répare le téléphone d'une autre personne est tenue au respect de la loyauté, est tenue à la transparence. Et donc, ça veut dire que vous avez convenu de réparer telle partie. Pour les besoins de la réparation, vous avez besoin de telle ou telle partie. Normalement, vous ne devez pas vous aventurer dans le système d'information de la personne. Donc, en vous aventurant dans des parties qui ne concernent absolument pas la réparation, vous faites une émission. Et donc, vous pouvez tomber sous le coup de l'accès frauduleux ou l'accès illégal aux données d'autrui. Mais qu'en est-il dans le cadre d'une relation conjugale? Est-il légal d'accéder au téléphone de son partenaire? La vie en couple n'est pas un boulevard qui donne vraiment libre cours à toutes les actions, surtout lorsqu'il s'agit du cyberespace. Parce qu'à ce niveau, il faut retenir qu'au-delà de la vie privée conjugale, il y a la vie privée professionnelle par exemple, il y a des éléments de la vie des données financières, il y a des données sanitaires peut-être que votre conjoint ne voudra pas qu'en ce moment précis vous découvrez, mais en vous aventurant dans le téléphone de manière frauduleuse, à son insu, vous allez le découvrir, ce qui peut aussi
avoir d'autres conséquences, troubler la quiétude du couple ou du foyer. En principe, toute immixtion dans les données personnelles d'un tiers demeure répréhensible. Toutefois, la loi prévoit certaines exceptions encadrées. Les autorités judiciaires qui, dans le cadre d'une enquête judiciaire, peuvent chercher des données sur des auteurs d'une infraction. Et donc, dans ces cadres-là, ils peuvent demander à une autorité bien déterminée de leur fournir certaines informations. Au-delà de ça, il faut prendre l'exemple aussi sur l'écoute téléphonique que les autorités judiciaires peuvent faire souvent, ou certaines autorités administratives peuvent être amenées à faire en vue de déceler la vérité. L'accès illégal au contenu d'un téléphone peut engendrer de lourdes conséquences sociales et émotionnelles. C'est pour prévenir ces atteintes que l'État a mis en place des dispositions de protection renforcées. Aujourd'hui, l'État du Mali fournit beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées afin que l'environnement numérique, le cyberespace, puisse être protégé. Et c'est en ce sens que certains doctrinaires considèrent quand même que la vie privée est le jardin secret de tout individu. Et donc, ce jardin secret ne doit être violé en aucune manière. En somme, le téléphone, à la fois jardin secret pour les uns et véritable coffre-fort numérique pour les autres, constitue un bien personnel d'une valeur considérable. Tout accès non autorisé à son contenu expose son auteur à des sanctions pénales. Ainsi, la prochaine fois que votre regard se posera sur un appareil électronique qui ne vous appartient pas, posez-vous cette question: ai-je réellement le droit d'y accéder? Car derrière chaque écran se cache une vie privée que la loi protège avec fermeté. Tout est clair maintenant, Garibou Pérou. Après le droit et la justice, place maintenant à la culture et au savoir. De nouveaux ouvrages viennent enrichir le paysage littéraire national. Parmi eux, l'institution de la conscience, une plongée introspective au cœur des valeurs humaines et délestage au Mali, causes, conséquences, solutions, une analyse citoyenne et engagée dans défis majeurs du quotidien des Maliens. Des livres qui invitent à la réflexion et au débat. Commentaire, Siriki Diara. L'œuvre intitulée Libération des intelligences est une chance pour l'Afrique et pour le monde de Mamadou Ndiaye, édité par l'Harmattan. Dans cet ouvrage, l'auteur invite à déconstruire les modèles de pensée imposés afin de réancrer la réflexion africaine dans ses propres réalités vécues. Il revisite 5 notions essentielles, à savoir la civilisation, la justice, l'immigration, la gouvernance et la démocratie. Ceci pour relever la charge idéologique. Libération des intelligences, une chance pour l'Afrique et pour le monde, est un appel vibrant à la lucidité et à la réconciliation. Par ailleurs, un nouvel ouvrage est désormais disponible en librairie. Enfin, Maria, c'est Maria, de Sidi Sanogo, paru aux éditions L'Harmattan, Mali. Dans cette œuvre théâtrale, le thème central est les mariages. L'auteur aborde également d'autres sujets majeurs tels que la valeur de l'agriculture, la parenté, le cousinage à plaisanterie et le croisement des civilisations. Cette diversité thématique confère à l'œuvre un centre d'intérêt multiple et riche, profondément ancré dans les réalités socio-culturelles africaines. Sidi Sanogo, auteur du livre Enfin, Maria, c'est Maria, s'inspire d'une histoire qui se déroule à Karibougou, un village africain confronté à l'influence des nouvelles tendances occidentales et arabes. Enfin, vous pouvez retrouver dans vos kiosques le livre intitulé Sur les traces du destin de Fatmata Keita, un ouvrage de 252 pages édité par Badama. Cet ouvrage passionnant est écrit avec poésie et subtilité dans une démarche intimiste et profondément bouleversante. Il aborde l'amour inexprimé et le silence face à la confiture de la société, des attitudes qui, au lieu d'aider l'Afrique, la plongent dans les ténèbres. Image avant de boucler ce journal, l'Association internationale de la presse sportive a récemment honoré notre consoeur, la journaliste sportive Assa Soumaré, en lui décernant une prestigieuse distinction. Ce trophée vient saluer une figure emblématique du journalisme sportif, désormais entrée dans le cercle très fermé des légendes pour son engagement constant et la passion avec laquelle elle a servi le sport. Pionnière et référence incontournable, Assa Soumaré a su au fil des années porter haut la voix du journalisme sportif malien, contribuant de manière remarquable à son essor et à son rayonnement, aussi bien sur le plan national qu'international.
Félicitations à notre Nieleni de la presse sportive. Nous arrivons à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour continuer à partager l'actualité et au plaisir de vous retrouver à 20h. Nos grands-pères disaient que quand les araignées s'unissent, elles peuvent envelopper un lion. Et oui, ensemble, nous sommes plus forts. Bien à vous et bonne fin de soirée à tous.